retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si je ne me trompe pas, c'est la première vidéo de l'année 2024. Donc tout d'abord, bonne année 2024 à tous. Faisons que cette année soit une bonne année, tout simplement. Peut-être meilleure que 2023 pour mon cas en tout cas. Je sais pas vous comment vous avez vécu l'année 2023, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de monde ça a été une année un peu catastrophique en 2023. Donc faisons en sorte que 2024 soit meilleure. Ça ne tient qu'à nous. Et quelle meilleure manière de commencer cette année 2024 que par une vidéo ultra spéciale. Je suis sûre, ça fait depuis que j'ai cette chaîne, depuis que j'ai débuté cette chaîne, que je pense à vous faire cette vidéo, que j'ai envie de vous faire cette vidéo. Donc ça fait presque 5 ans que je réfléchis à cette vidéo. Mais j'avais encore jamais sauté le pas de vous la faire parce que je pense que j'étais pas prête, que j'ai longuement aussi réfléchi à sous quelle forme je voulais vous faire cette vidéo, comment je voulais vous la faire. C'est une vidéo très importante pour moi aujourd'hui et pour cause, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je vous ai caché depuis toutes ces années. C'est donc un sujet pas évident pour moi à aborder. Et pour la petite anecdote, j'ai déjà filmé une première fois cette vidéo il y a quelques jours, sauf que j'ai un bug avec ma caméra et que la vidéo est inexploitable. Voilà, c'est génial. J'avais filmé pendant plus d'1 heure. C'est pas grave, je refais en essayant de la faire mieux du coup. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est la phobie sociale. Donc ça fait d'aussi loin que je me souvienne que je souffre de phobie sociale, anxiété sociale. Je vais rentrer dans les détails dans cette vidéo, faire la différence vraiment entre phobie sociale, anxiété sociale et vous expliquer tout en détail sur ce trouble psychologique. Mais ouais, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours plus ou moins souffert de ce trouble, sauf que je ne savais pas que c'était ça. Donc je vais essayer de structurer cette vidéo pour qu'elle soit le plus claire possible, de pas trop m'éparpiller, mais sachant que c'est un sujet émotionnel pour moi, compliqué à aborder. Il y a la possibilité que je parte un peu dans tous les sens. J'ai aussi énormément de choses à vous dire à ce sujet. J'ai fait un petit plan dans ma tête. Je vais essayer de le suivre. Donc première chose, c'est qu'est-ce que la phobie sociale? Comment on définit ce trouble? Parce que peut-être que vous tombez sur cette vidéo et que c'est la première fois que vous entendez parler de ce trouble. Moi la première, quand on m'a diagnostiqué ce trouble, je me doutais de ce que ça pouvait être, mais je n'en connaissais pas réellement la définition. Donc en fait, la phobie sociale, en fait c'est un trouble psychologique, aussi appelé trouble anxieux sociétal, et qui en fait est la peur irraisonnée, comme toute phobie c'est irraisonné, de toute situation sociale. Donc en gros c'est la peur qui se manifeste à chaque fois qu'on est confronté à une situation sociale, à une relation sociale, à un contact social. On va se mettre à angoisser mais très fortement, au point où pour certaines personnes ça peut être complètement invalidant, handicapant, et elles peuvent se retrouver incapables de sortir de chez elles. Donc selon le degré de phobie sociale, ça peut être vraiment très compliqué à gérer et être totalement te pourrir la vie en fait, puisque tu ne vis plus. Puisque faut le dire quand même, hein, les relations sociales c'est un petit peu la base de la vie humaine en tout cas. On ne peut pas vivre sans relations sociales. À partir du moment où tu sors de chez toi, tu es obligé d'avoir des relations sociales, et même en restant chez toi, tu peux être confronté à des relations sociales, je veux dire, c'est inévitable au quotidien. Donc ce qui est très compliqué dans cette phobie, quand elle prend le dessus, c'est que on va organiser toute notre vie autour de cette phobie. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y en a, ils vont être incapables de sortir de chez eux parce qu'ils vont être incapables de se confronter à la vie, en fait, tout simplement à la vie sociale. Et du coup, c'est vrai qu'on va organiser les moindres détails de notre vie par rapport à cette phobie pour éviter toutes les situations qui vont nous mettre en état de stress. Donc moi je vais vous donner un exemple qui a été mon cas pendant longtemps. C'est que, et qui peut être encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, on va y revenir à ça. Mais par exemple, j'ai pu par le passé faire exprès d'arriver en retard à une soirée parce que je ne voulais pas être la première arrivée et devoir me confronter seule aux hôtes de la soirée. Donc me retrouver seule avec soit là ou les hôtes, les autres, vous avez compris. Et je préférais arriver quand tout le monde était déjà là et que j'aurais pas à me retrouver seule face à une situation sociale. Et au moins j'arrivais, le groupe était déjà là, je me fondais dans la masse et je me faisais petite. Ça c'est quelque chose qui est souvent arrivé. Donc j'ai organisé ma vie par rapport à ce trouble. J'ai fait en sorte exprès d'arriver en retard, mais pas trop en retard non plus, parce que c'est aussi une situation de stress pour les phobiques sociales que d'arriver en retard et de se faire remarquer du coup face aux autres. Donc j'arrivais suffisamment en retard pour pas être la première, mais suffisamment à l'heure quand même pour pas être en retard et complètement mal poli en fait. Donc c'est très fatigant à gérer au quotidien. Là c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Je vous donne l'exemple le plus
le plus fréquent, le plus simple à comprendre, mais il faut savoir que la phobie sociale est quelque chose de très complexe. Moi j'aime bien dire qu'il y a autant de formes de phobie sociale qu'il y a de phobiques sociaux, tout simplement parce que ça se manifeste souvent différemment en fonction des personnes, même s'il y a bien évidemment un socle commun à tous les phobiques sociaux, et c'est ça qui permet de diagnostiquer aussi ce trouble, c'est qu'il y a des points communs à tous, mais c'est tellement complexe et subtil en fait comme trouble que il y a des subtilités propres à chacun et qui font que on va pas tous vivre notre phobie sociale de la même manière. Et il y a aussi des degrés différents, enfin voilà, je vais y revenir aussi sur ça, mais globalement voilà ce qu'est la phobie sociale et comment ça peut être très handicapant. Vous l'aurez compris, je pense. Comment j'ai su que j'avais ça, comment ça a été diagnostiqué chez moi et comment se manifeste la phobie sociale particulièrement chez moi. Là, je vais vraiment vous partager mon expérience et c'est propre à moi. Donc encore une fois, je le dis, ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que le reflet de mon expérience. Comme je viens de l'expliquer, on a tous une manière différente de vivre la phobie sociale, enfin je veux dire tous ceux qui en souffrent. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous souffrez de ce trouble ou que vous pensez en souffrir, je ne détiens pas la vérité absolue, hein. Vous vous en doutez, personne ne la détient d'ailleurs, mais je vous parle là de mon expérience. Bien sûr qu'il y a des choses en plus que d'autres peuvent ressentir, des choses dans lesquelles vous n'allez pas vous reconnaître si... Enfin voilà, vraiment, ce n'est que mon expérience, c'est tout. Donc, comment ça a été diagnostiqué chez moi? Il faut savoir déjà, pour vous expliquer le contexte, que je me suis toujours définie comme quelqu'un de timide, réservé, introverti. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours, et on m'a toujours aussi défini comme ça, comme timide, réservé, voilà. Et c'est vrai, il y a une part de timidité en moi. Je suis quelqu'un de réservé, indéniablement introverti. Mais malgré tout, plus je grandissais et plus je me disais, il y a autre chose que de la timidité. Je sais pas pourquoi, je sentais au plus profond de moi que c'était plus fort que de la timidité ou différent que de la timidité, parce que des fois je pouvais rencontrer des gens qui se disaient timides et en fait je me disais mais je me reconnais pas, et je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de bien plus profond et de bien plus anormal, on va dire ça comme ça, que de la timidité. Et ça, c'est plus je grandissais, plus je le ressentais, plus je me disais mais en fait il y a quelque chose qui cloche avec moi, c'est pas simplement de la timidité, c'est beaucoup plus invalidant que de la timidité, ce que je ressens. Et j'ai pas la même vie que des timides, vous voyez, j'ai beaucoup plus de barrières, beaucoup plus ça me demande tellement plus d'efforts que ce que d'autres timides semblaient mettre en œuvre pour les mêmes situations. Donc j'ai très vite senti qu'il y avait quelque chose de plus, mais pendant des années, j'ai pas cherché plus loin que ça et je mettais ça sur le dos de la timidité et du fait que c'était mon caractère et que j'étais comme ça et basta en fait. Mais voilà, c'est vrai qu'on m'a toujours considérée comme timide et encore une fois c'est vrai, j'ai aussi une part de timidité et je pense que ça va avec, alors je sais pas si c'est la phobie sociale qui entraîne la timidité ou la timidité qui entraîne la phobie sociale, très honnêtement j'en sais rien. Mais je pense que ça va de pair, un phobique social et enfin pas forcément mais et très souvent aussi un peu timide et introverti. Je grandis, je fais mes expériences, je fais mes études et arrive le moment des premières expériences professionnelles. Au fur et à mesure de mes stages, de mes expériences, tout ça, je voyais qu'il y avait un schéma qui se répétait en fait et qui devenait très compliqué à gérer pour moi émotionnellement, qui était que on me reprochait toujours mon caractère. Alors ça, c'est un sujet aussi. Je pourrais y consacrer une vidéo entière sur ça, je pense, et je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ça et à ressentir de l'injustice face à cette situation. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a quelque chose qui est très 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 injuste, je trouve, surtout dans le monde du travail, c'est qu'on va toujours reprocher à un timide ou un introverti son caractère, même si son travail est bien fait. On va toujours lui reprocher son caractère, le juger sur ça. Alors qu'un extraverti, on va beaucoup moins, je dis pas qu'on le juge pas, mais on va beaucoup moins lui reprocher d'être extraverti, d'être ce qu'il est en fait. Alors qu'un timide, on va toujours le pousser, on va toujours le pousser à changer, on va toujours lui dire mais il faut que tu t'ouvres un peu plus, faut que tu t'intègres un peu plus, faut que tu sois un peu plus social. Et c'est pas quelque chose qu'on va reprocher aux extravertis, donc j'ai toujours trouvé ça très injuste et c'est toujours quelque chose auquel j'ai été confrontée dans ma vie professionnelle, c'est qu'on était toujours très content de mon travail, je bossais bien, je faisais tout comme il fallait, on était ravis de moi, mais on me reprochait toujours le fait que j'étais trop timide, trop réservée, trop dans ma coquille, qu'il fallait que je m'ouvre et que je m'intègre plus à l'équipe. Alors que pourtant, je m'améliorais d'année en année, je m'intégrais de plus en plus à chaque fois, j'étais de plus en plus à l'aise socialement et pour autant, c'est quelque chose qu'on continue de me reprocher. Donc c'était ultra démotivant et ultra frustrant pour moi parce que j'avais l'impression de progresser de ouf,
Et même à un certain moment où je ne me considérais plus timide, et pour autant, on continuait de me le reprocher et mes efforts étaient vains parce qu'on ne le voyait pas en fait. Mais à chaque fois, c'était des personnes différentes aussi, il faut dire ce qui est. Donc elles ne me connaissaient pas de ma timidité d'avant, elles me voyaient à l'instant T. Et ça a été très compliqué pendant plusieurs années au niveau professionnel parce que ça fait qu'on ne gardait pas, par exemple, ma première expérience pro, ça a été un CDD, on m'a pas gardé à la fin de mon CDD, on m'a pas proposé de CDI à cause de ça. Et là où ça a été vraiment le déclic, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est mon premier CDI. Quand j'ai décroché mon premier CDI, je me suis retrouvée dans une entreprise où déjà, il faut dire, ça a été un bien pour un mal. Je l'ai vécu comme un échec au début et finalement, avec le recul, je me dis mais ça a été la plus belle bénédiction qu'on ait pu me faire. Mais je décroche mon premier CDI, donc comme pour tout CDI, il y a une période d'essai. J'avais une période d'essai de 3 mois. Je fais mes premiers pas dans cette entreprise. C'est un petit peu compliqué au début. C'est un rythme ultra effréné, ultra rapide. L'ambiance est très très chelou, voire mauvaise. Enfin voilà, j'accroche pas trop avec le délire de la boîte, mais je me dis écoute, c'est ton premier CDI. Fais en sorte d'aller au bout de la période d'essai et tu peux pas refuser un CDI et partir comme ça sans rien avoir. Donc je décide de continuer et en fait on me dit dans un premier temps, toujours pareil, qu'on est très content de mon travail. Au bout de 3 semaines je crois, on me dit on est super content de ton travail, tu bosses bien et tout. Et en fait j'étais associée à une chef, attribuée à une chef. Et il y a une de ces autres chefs pour le même métier que je faisais, en fait c'était le même métier mais sur différents pôles, qui perd son assistante. J'étais assistante chef de produit à ce moment-là et elle perd son assistante, elle s'en va. Et du coup elle se retrouve un peu submergée de travail, un peu dans la merde. Et du coup elle me prend à part avec une autre assistante en me disant écoute on est super content de ton travail, moi je viens de perdre mon assistante, est-ce que tu accepterais de m'aider sur mon pôle aussi en plus du tien? Donc on me rajoute du travail en plus déjà que le rythme était effréné, mais bon, on dit parce que voilà, on a besoin d'aide et toi tu bosses bien, donc voilà, est-ce que ça te tente? Donc moi je dis oui j'accepte, j'aime bien quand même les challenges et puis ça me fait plaisir qu'on me dise qu'au bout de 3 semaines on est content de moi. Donc j'accepte la mission, bien sûr je serai épaulée d'une autre assistante qui est là depuis plus longtemps parce que moi j'étais encore débutante et que je maîtrisais pas tout. Et du coup je commence à exercer ces missions en plus, tout ça, je fais mon travail. Et en fait, 2 semaines avant la fin de ma période d'essai, une responsable, pareil, avec qui je ne traitais pas forcément, ce n'était pas ma chef directe, mais c'était la responsable de toutes les chefs, qui me prend à part et qui me dit, écoute, Morgane, on va pas te garder. Donc on met fin à ta période d'essai. Et là, je tombe de haut parce que je me dis, je comprends pas, je croyais qu'on était content de mon travail, on m'a même donné des missions en plus. Du coup, je lui demande, je lui dis, est-ce que je peux savoir pourquoi on me garde pas, quel est le problème? Et là, elle me sort, une histoire que je suis pas assez rapide dans mes missions. Alors, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça, je pouvais totalement l'entendre parce qu'effectivement, je voyais bien que j'étais pas assez rapide. Mais en même temps, on m'a submergée de travail puisqu'on m'a donné des missions en plus que celles de base que j'étais censée avoir alors que j'étais déjà un peu sous l'eau à la base. Mais bon, voilà, ça, c'est comme ça. Donc oui, je veux bien entendre que je suis pas assez rapide, mais j'explique, écoute, on m'a donné des trucs en plus. Déjà, ça fait même pas 3 mois que je suis là. Faut me laisser aussi le temps de prendre mes marques, quoi, tout simplement. Mais bon, je pouvais totalement l'entendre. Mais c'est surtout qu'on m'a dit, tu es trop timide, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu sors de ta coquille et tu n'es pas assez intégrée à l'équipe. On m'a ressorti ce truc, en fait, il y avait ce schéma qui se répétait à chaque fois. Et là, ça m'a mis hors de moi. Alors, intérieurement, parce que je ne montre jamais mes sentiments, donc j'ai accepté, j'ai dit, ok, je comprends, pas de souci, on met fin à la période d'essai, si ça ne correspond pas. Voilà, sachant que moi déjà je me tâtais à rester parce que je vous dis l'ambiance était mauvaise. Donc en fait il y a un contexte aussi qui fait que ça ne m'a pas aidé à m'intégrer dans le sens où l'ambiance était mauvaise et tout le monde se barrait de cette boîte au bout de quelques semaines. Donc déjà je pouvais pas être dans des bonnes conditions pour m'intégrer déjà à la base avec mon caractère qui suis assez réservé, timide. Si en plus j'ai pas les bonnes conditions, c'est compliqué, tu vois. Mais pour autant, ça m'a énervée parce que je me suis dit, encore une fois, on me reproche mon caractère et on n'a pas plus à redire que ça sur mon travail. C'est-à-dire qu'à part le fait que je manquais un petit peu de rapidité, mais qui n'était apparemment pas le point le plus bloquant de tous, c'était encore mon caractère qui bloquait et qui faisait qu'on ne me gardait pas. Donc ça m'a rendue folle. On n'aurait jamais reproché à quelqu'un de trop extraverti d'être trop extraverti. On l'aurait à la limite dit, écoute, faut que tu te calmes un petit peu, que tu te contiennes un petit peu, mais jamais on l'aurait viré pour ça. Donc ça m'a rendue folle.
je me suis retrouvée au chômage sans rien derrière parce que bien évidemment on prévient 2 semaines avant la fin. Donc ça a été une grosse claque, honnêtement. Très compliqué à digérer. Comme je vous dis au début, je l'ai vécu comme un échec et puis finalement ça a été, vous le savez, j'en ai fait une vidéo sur ma période de chômage, comment je l'ai vécu. Je suis restée quand même 1 an au chômage suite à ça, mais parce que du coup je vais vous expliquer après derrière pourquoi. Mais ça a été une claque et c'est à ce moment-là où je me suis dit en fait, même si c'est injuste qu'à chaque fois on me juge sur ça, sur mon caractère, je veux bien avouer que j'ai un problème, qu'il y a un truc qui cloche chez moi, que j'ai énormément de blocages, qu'il y a des situations auxquelles je n'arrive pas à me confronter et qui m'angoissent terriblement, ce qui n'est pas normal. Donc je savais bien que j'avais un problème et je me suis dit, bah écoute, voilà, tu te retrouves dans cette situation au chômage, à pas savoir ce que tu veux faire de ta vie parce que clairement ça remettait tout en question. Et je me suis dit, je vais suivre une psychothérapie, je vais essayer de creuser et d'arranger ça en fait, parce que je vais pas pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Je décide à ce moment-là de suivre une psychothérapie. Et du coup, tombe le premier diagnostic. Donc je fais une première séance avec une psy, où la psychologue me dit, écoutez, là de prime abord, d'après ce que vous me racontez, ce que vous me décrivez, je pense que vous souffrez de phobie sociale. Elle me dit, on va faire des tests un peu plus poussés pour... pousser le diagnostic, vérifier que c'est bien ça, parce que la phobie sociale peut être un symptôme d'autres troubles, des fois. Et elle me dit, on va faire des tests un peu plus poussés au fur et à mesure des semaines pour affiner le diagnostic et être sûr que c'est ça. Mais moi, je pense que vous avez une phobie sociale de ce que vous me racontez. Donc je me dis, waouh, phobie sociale, ça me parle sans me parler. Donc elle m'explique vite fait ce que je sais. Et je lui dis, enfin je lui dis pas d'ailleurs, je lui dis, ok, j'accepte le diagnostic sans en être trop convaincue, honnêtement, dans un premier temps. Je rentre chez moi, j'en parle à mon copain de l'époque, j'en parle à mes proches, à mes amis, je leur dis, écoutez, c'est trop bizarre, on vient de me diagnostiquer une phobie sociale, mais c'est bizarre, je me sens pas... Je trouve que c'est un peu fort, en fait. Je me souviens de lui avoir dit, je trouve que c'est un peu fort. Parce que pour moi, un phobie sociale, il sort pas de chez lui. Alors que moi, j'allais en festival, j'allais en boîte, j'allais à des soirées, j'avais aucun problème pour sortir de chez moi. C'était vraiment des situations particulières auxquelles j'étais confrontée qui pouvaient m'angoisser, mais je vivais quand même ma vie normalement. Alors que pour moi, un phobique social, il restait enfermé chez lui toute la journée, il était incapable de sortir. Donc je disais, je me reconnais pas trop dans ce diagnostic, mais bon, on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Et au fur et à mesure des tests, des séances, le diagnostic s'affine et il s'avère en fait que j'ai une forme spécifique de phobie sociale qui est l'anxiété sociale de performance. Et quand ce diagnostic tombe, là je dis direct à l'infirmière, parce que je me souviens, c'est l'infirmière qui me l'annonce, qui m'annonce le résultat des tests et qui me dit ça. Et je lui dis, ah oui, là je me reconnais beaucoup plus que dans la phobie sociale, quand elle m'explique un peu ce que c'est. Je me dis, oui, effectivement, là on y est, quoi. Oui, là, je veux bien croire que ce soit ça. Donc, tout simplement, l'anxiété sociale de performance, c'est une forme très spécifique de phobie sociale. C'est-à-dire que c'est une phobie, une anxiété qui se manifeste dans des situations où je dois faire preuve de performance, où je dois faire mes preuves, où j'ai quelque chose à prouver, à montrer, à démontrer. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'était surtout dans le milieu professionnel que se manifestait mon anxiété, plus que dans ma vie personnelle, parce que dans le monde professionnel, il faut être performant, et pour moi, c'était quelque chose qui m'angoissait au plus haut point, et donc il y avait des situations auxquelles je me confrontais, qui me paralysaient totalement, et qui faisait que du coup, derrière, on me reprochait ma timidité, tout ça, parce que tout simplement, je me renfermais totalement, parce que ça me paralysait en fait. L'anxiété sociale de performance, c'est le diagnostic final qui est tombé. Donc je n'ai pas une phobie sociale en tant que telle, comme certains peuvent l'avoir vraiment, à ne plus pouvoir sortir de chez soi, mais j'ai une forme un peu plus légère, on va dire, bien que ce ne soit pas si léger que ça, hein, intérieurement, c'est très compliqué à gérer quand même. Mais voilà, qui se manifeste vraiment dans des moments où je dois être performante, où je dois démontrer quelque chose aux autres, où j'ai l'impression que j'ai quelque chose à prouver en fait. Et ça peut être dans des situations très banales du quotidien, hein, malgré tout, où je n'ai absolument pas besoin de faire mes preuves, mais où moi je ressens que je dois faire mes preuves et que du coup ça va m'angoisser. J'ai suivi une thérapie comportementale pour ceux qui se demandent, donc c'est-à-dire qu'on a cherché à agir sur mon comportement et on n'a pas cherché à savoir les causes de cette phobie sociale. Donc en fait, je ne sais pas à quoi elle est due, je ne sais pas si elle est innée, si elle est liée à une situation que j'ai vécue dans mon enfance. Je n'en sais rien, c'est quelque chose que j'aimerais creuser plus tard.
dans les années à venir, j'aimerais quand même comprendre pourquoi je suis comme ça. Mais toujours est-il que là, l'urgence, parce que c'était le cas, j'étais dans une situation d'urgence il y a 5 ans de ça, c'était tout simplement d'améliorer mon comportement pour améliorer mon quotidien au plus vite en fait. En gros, le travail, ça a été quoi? Ça a été de lister toutes les situations au quotidien que je pouvais rencontrer, ou pas, hein, d'ailleurs pas forcément au quotidien, mais toutes les situations qui pouvaient m'angoisser et de les noter de 1 à 10. 1 étant les situations qui m'angoissent le moins, 10 étant les situations qui m'angoissent le plus. Donc j'avais toute une liste comme ça et le but ensuite c'était tout simplement de se confronter à ces situations parce que je suis désolée de vous l'annoncer pour ceux qui souffrent de phobie sociale, d'anxiété sociale et de tout ce qui peut être lié à ce trouble. La meilleure façon de le guérir, c'est de se confronter aux situations les gars. Alors c'est très dur, c'est très angoissant, mais il faut y aller pas à pas, d'où l'importance des petits pas, que ce soit pour tout dans la vie d'ailleurs. Et c'est ça le travail qu'on a fait, c'est que d'abord, je me suis confrontée aux situations qui étaient à moins de 5 sur 10, donc qui étaient les plus faciles pour moi, qui m'angoissaient le moins. Et ensuite, petit à petit, on a monté le niveau jusqu'aux situations qui m'angoissaient le plus. Donc, je vais vous redonner les 2 exemples que je vous avais donnés dans la première version de la vidéo. Alors, je sais plus des notes, par contre, je me suis... Enfin, si, la deuxième que je vais vous donner, je me souviens parce que c'était plus de 10 sur 10. Alors que vous allez voir, c'est une situation très banale pour autant, mais c'était, je trouve, le meilleur exemple que je pouvais vous donner parce que c'est vraiment un exemple typique, je pense, des phobiques sociaux qui représente bien ce trouble, mais qui, pour des gens qui ne souffrent pas de phobie sociale, sont des situations totalement banales du quotidien et qui ne sont pas du tout angoissantes. Donc bref, j'y viendrai après, mais la première situation que je vous avais donnée, c'était par exemple à l'époque où j'ai suivi ma psychothérapie, je venais d'acheter la voiture que j'ai actuellement. Et je l'avais acheté à un garagiste et il faut savoir que elle n'avait pas d'autoradio, cette voiture. Donc c'était une voiture qui n'avait pas je pouvais pas mettre de musique, je pouvais pas mettre la radio, je pouvais rien faire. Ce qui est quand même très embêtant quand tu utilises ta voiture au quotidien, tu as envie d'avoir un peu de fun et de musique. Donc j'avais dit au garagiste, moi je vous la prends la voiture, il n'y a pas de souci. Par contre, j'estime qu'au prix auquel je l'achète, je mérite au moins une petite radio, que vous me rajoutiez une radio. Donc il m'avait dit oui, oui, tout à fait, je suis totalement d'accord, je vous installe une radio dans la voiture avant que vous l'achetiez. Ce qu'il fait, donc il m'installe la radio, il me dit c'est bon, vous pouvez venir récupérer la voiture, je signe les papiers, j'achète la voiture, nanana, je fais quelques kilomètres avec la voiture et la radio déconne. Donc elle fonctionne mal. J'entends qu'il y a un fond contact derrière parce qu'on entend des grésillements de fils électriques. Donc je me dis ok, il y a un petit souci dans l'installation. Je retourne chez mon garagiste qui regarde, qui me dit oui je vais voir. Donc il bidouille tout ça, machin truc, qui me la répare une première fois. Je refais quelques kilomètres, ça rebug, bref. Et ça se passe comme ça pendant des mois. Pour tout vous dire, si je me souviens bien, ça dure pendant 6 mois cette affaire où à chaque fois je ramène la voiture au garagiste parce que la radio dysfonctionne, il me la répare, ça redysfonctionne derrière, enfin je sais pas ce qui se passe avec cette radio, mais ça marche pas. Et en fait, ça, à la base, qui était pas forcément une situation angoissante, bien que ça m'ait déjà angoissé à la base de demander une autoradio en plus, mais c'est devenu une situation angoissante au fur et à mesure parce qu'à chaque fois j'étais là à réclamer, à revenir, à dire en fait ça marche toujours pas et je me disais mais je vais le saouler en fait, il va m'envoyer balader, enfin j'avais peur qu'il me trouve chiante, qu'il me trouve agaçante. Donc ça c'est une situation sur laquelle j'ai travaillé. Donc en gros comment j'ai travaillé dessus? Je listais la situation qui m'angoissait, les pensées qui se manifestaient à moi face à cette situation, parce qu'il faut savoir que la phobie sociale, l'anxiété sociale, c'est très intérieur comme trouble. C'est d'ailleurs ce qui la rend très compliqué aussi à gérer, c'est que ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, quand j'ai annoncé ça à mes proches et quand par derrière je l'annonçais à des gens que je rencontrais ensuite, quand je disais je fais de l'anxiété sociale, de la phobie sociale, tout ça, les gens étaient à chaque fois choqués parce qu'ils se disaient pourtant ça se voit pas, enfin t'as l'air à l'aise et tout socialement. Oui, mais parce qu'en fait c'est ultra intérieur et ça se manifeste encore une fois dans des situations très particulières aussi. Mais c'est ça qui était compliqué pour moi, c'est que j'avais comme un manque de crédibilité face aux gens parce que ça ne se voit pas, c'est un trouble invisible où tout se passe en intérieur et notamment dans les pensées. Donc il y a une très forte présence, un très fort impact des pensées négatives du coup dans ce trouble et c'est là où on va jouer en fait dans la thérapie comportementale, c'est qu'on va beaucoup agir sur les pensées à l'origine de l'anxiété. Donc à chaque situation qui me stressait, on listait les pensées qui me traversaient l'esprit à ce moment-là. Donc par exemple pour mon garagiste, c'était ce que je viens de vous dire, j'ai peur de le saouler, il va m'envoyer balader, il va me dire que je suis chiante, que j'en demande trop, que je suis une cliente relou, voilà, vraiment, il y avait tout ça qui me traversait et ensuite, on liste
la réalité, parce que les pensées qui nous traversent ne reflètent absolument pas la réalité. Il faut savoir que les pensées qu'on a dans nos têtes ne sont pas la réalité. Donc c'était ça tout le travail, c'était de retourner les pensées de manière à... en fait, la réalité, c'est pas ça. En réalité, le mec, il me dit pas, enfin le garagiste, il est pas là en train de me dire Morgane, t'es chiante, tu me fais chier. Au contraire, il était compatissant. Il me disait, vous avez raison, oui, je vais regarder, il n'y a pas de souci. Je pense que lui était aussi gêné que moi de cette situation au final. Vous voyez, que lui aussi, de son côté, il devait se dire, elle doit penser que je fais mal mon travail. Elle doit penser que je veux l'arnaquer. Ce qui peut-être était un peu le cas aussi, il faut dire ce qui est. Mais bon, voilà. Donc, tout le travail, ça a été ça, sur toutes les situations qui pouvaient me stresser au quotidien. Donc, un autre exemple très, très parlant et qui pour moi a été le plus gros travail à faire de tous les temps lié à ce trouble, ça a été une situation très particulière et dont j'ai un peu honte de vous parler. Je ne vais pas vous mentir, c'est très compliqué pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Donc je vous demanderai de faire preuve de beaucoup d'indulgence, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs, dans votre tête, de ne pas juger parce que c'est une phobie. Et une phobie par nature est irraisonnée et complètement disproportionnée et ridicule en fait. Donc il faut pas juger ça parce que c'est pas contrôlable en fait. Donc la situation en question c'est, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, à l'époque du coup j'étais en région parisienne, j'habitais avec mon ex chez sa grand-mère. Donc en gros c'est sa grand-mère qui avait une maison avec un terrain, qui avait 2 dépendances. Il y avait un studio dans lequel j'ai filmé plein de vidéos et un appartement indépendant de tout le reste que j'avais rénové avec mon copain à l'époque. Donc il y a plein de vidéos sur ça, sur la rénovation, sur des vidéos que j'ai tournées à la fois dans le studio et dans l'appartement après quand on y a habité. Donc vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne. Mais on habitait du coup chez la grand-mère de mon ex à ce moment-là, c'était chez elle. Donc ce qui faisait qu'elle avait sa maison et que je la voyais au quotidien. Et il faut savoir qu'au tout début, j'étais incapable d'aller franchir la porte de sa maison pour lui dire bonjour. Donc c'est-à-dire que je la voyais tous les jours. En plus elle avait une maison avec une grande baie vitrée qui donnait sur le jardin et sur les dépendances. Donc du coup elle me voyait passer tous les jours devant chez elle et j'étais incapable d'aller lui dire bonjour. Ça personne ne le sait. C'est-à-dire que même mon ex à l'époque, je suis pas sûre qu'il se soit rendu compte de l'intensité que cette situation entraînait chez moi comme anxiété, et la grand-mère encore moins. D'ailleurs si elle passe par là, parce que je sais qu'elle regarde souvent mes vidéos, je lui fais un gros bisou parce que je pense qu'elle-même ne s'est pas rendue compte de ça et qu'au début elle a dû se dire mais elle est grave mal polie cette fille, c'est qui cette nana? Mais je suis désolée, j'ai le soleil dans la figure, du coup je me décale un petit peu. Mais voilà, il faut savoir que c'est une des situations sur lesquelles j'ai énormément travaillé, sur laquelle j'ai le plus progressé. Et Dieu merci parce que derrière, ça m'a permis d'avoir une relation incroyable avec cette grand-mère que j'ai adorée et que j'adore toujours aujourd'hui. Je serais passée à côté d'une si belle relation si j'avais pas fait ce travail sur moi à ce moment-là. Et d'ailleurs merci à elle parce que sans le savoir et sans le vouloir, elle m'a énormément aidée dans ma progression, dans mon anxiété sociale, puisque ça a été un énorme travail que j'ai fait sur moi grâce à elle. Mais voilà, au début j'étais incapable, juste ouvrir la porte de chez elle pour lui dire bonjour, c'était impossible pour moi et c'était à un niveau de 10 sur 10 voire plus. Je me souviens avoir dit à la psy, un niveau de 10 voire plus d'anxiété. Donc ça a été très compliqué pour moi au début. Donc on y allait petit à petit en fait. Simplement c'est pour vous dire ça. On a travaillé sur cette situation petit à petit. Déjà c'est pas la première situation à laquelle je me suis confrontée. Déjà, faut dire ce qui est. Et ensuite quand on a décidé que je me confronte à cette situation, on y allait petit à petit. C'est-à-dire que d'abord la première étape c'était de juste ouvrir la porte, dire bonjour, repartir. Pas s'éterniser, à chercher à faire la conversation. Juste la politesse de base. Bonjour. Et basta. Et ensuite, petit à petit, le travail, ça a été de rester. Donc, dire bonjour, ça va, et d'essayer d'engager un début de conversation, sans trop s'éterniser non plus, parce que c'était ce qui m'angoissait le plus, en fait, parce qu'il faut savoir que moi, mon anxiété sociale, la situation qui m'angoisse le plus et pour laquelle j'ai encore du mal aujourd'hui, et encore une fois, c'est pas facile à dire pour moi ça, parce que comme c'est des situations auxquelles je me confronte encore aujourd'hui, qui sont encore angoissantes pour moi, mais en fait, la base de mon angoisse, et qui est la base de tout le reste, et qui est très particulier à moi et mon expérience, c'est tout simplement de me retrouver seule avec quelqu'un que je connais peu ou pas. Et en fait, c'est même plus angoissant de me retrouver seule avec quelqu'un que je connais peu que quelqu'un que je ne connais pas du tout. Parce que quelqu'un que je ne connais pas du tout, au début, je vais toujours avoir
plus ou moins des sujets de conversation à dire. Enfin, je vais toujours trouver des sujets pour connaître la personne. Mais pour moi, le plus compliqué, c'est pas du coup la première rencontre, c'est sur la durée, quand je connais pas encore très bien la personne et que je me retrouve seule face à elle et que je connais déjà les bases de sa vie et qu'il faut trouver d'autres sujets en fait. C'est là, en fait, je ne sais pas faire la conversation. Et c'est là où c'est très compliqué, c'est là toute l'origine de mon trouble, c'est que je n'ai pas appris dans mon enfance ou je ne sais quand à faire la conversation et que du coup je suis très mauvaise sur ça et que du coup dès que je me retrouve seule avec quelqu'un que je connais un petit peu mais pas trop, c'est très compliqué pour moi, très angoissant parce que je me dis ça se bloque dans ma tête, je fais un blackout total, c'est le blanc, il se passe plus rien dans ma tête et je suis là face à la personne et c'est le blanc total en fait. Je ne sais plus quoi dire, il n'y a aucun son qui est capable de sortir de ma bouche et je bloque totalement et je panique en fait. Je panique à me dire putain qu'est-ce que je peux lui dire, parce qu'il y a un peu cette peur du blanc dont on souffre beaucoup, souvent on est beaucoup à souffrir, mais on a souvent peur du blanc. Et d'ailleurs c'est un travail que j'ai fait, c'est apprendre à apprécier les blancs et à me dire on n'est pas toujours obligé de dire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est une situation qui m'angoisse énormément de me retrouver seule avec quelqu'un que je connais pas très bien. Et même des fois des gens que je connais bien, si ça fait longtemps que je les ai pas vus, ça peut être angoissant pour moi. Donc voilà, c'est vrai que c'était ça qui m'angoissait le plus dans cette situation avec la grand-mère de mon ex. C'était de me retrouver face à elle seule et de pas savoir quoi lui dire et de rester plantée là comme une idiote dans un silence pesant. Donc le travail ça a été ça a été d'y aller petit à petit. Donc d'abord un bonjour ça va, on essaie d'engager une petite conversation mais pas trop longue pour pas faire trop monter l'anxiété et au fur et à mesure je reste un peu plus longtemps, j'éternise un peu le truc, je trouve des sujets à aborder et voilà. Mais c'est un travail, hein. C'est un travail, c'est un entraînement. La phobie sociale de toute façon pour s'en sortir c'est de l'entraînement. Faut dire ce qui est, c'est de l'entraînement. Et en fait, petit à petit, ça s'est très bien passé. Plus je me suis confrontée à la situation, plus je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si angoissant que ça, c'était pas si terrible que ça, et que bien au contraire, ça pouvait être agréable, parce que la grand-mère était en plus adorable. C'est ça le pire, c'est qu'elle était adorable et elle l'est toujours. Donc, j'avais aucune raison de stresser et d'angoisser. Mais voilà, et au fur et à mesure, à force de me confronter à la situation et de voir que ça se passait bien, j'arrivais à aller un peu plus loin, jusqu'à arriver à une situation normale en fait, où je n'angoissais plus et où c'était une situation du quotidien banale. Donc voilà, c'est ça tout le travail qui a été fait sur un tas de situations qui pouvaient m'angoisser et m'handicaper au quotidien. Donc c'est un travail qui est long à faire, qui n'est pas facile, avec des hauts et des bas, faut dire ce qui est aussi, mais qui est pas impossible, parce qu'aujourd'hui je peux le dire, j'ai guéri de ça. J'ai guéri de l'anxiété sociale et de la phobie sociale. Alors je dis pas qu'il n'y a pas encore des situations qui m'angoissent ou quoi, bien sûr que si, et je pense qu'il y en aura toujours et que malheureusement la phobie sociale et l'anxiété sociale c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre, on ne s'en débarrasse jamais complètement, on apprend à vivre avec, on apprend à la maîtriser, mais ça fera toujours un peu partie de nous. Mais aujourd'hui, ça ne m'handicape absolument plus. Et même pour tout vous dire, aujourd'hui, je pense même que je me considère plus comme quelqu'un de timide. En fait, c'est très drôle parce que je me rends compte avec les années que je n'étais peut-être pas timide en fait. J'étais pas timide. C'était mon anxiété sociale qui prenait le dessus dans ces situations. Mais en fait, je ne suis pas quelqu'un de timide. Et c'est d'ailleurs très perturbant parce que plein de fois, quand je disais aux gens je suis un peu timide, voilà, je suis désolée au début, voilà, les gens ils me disaient c'est bizarre, je dirais pas que t'es timide. Plein de fois on m'a dit je dirais pas que t'es timide, t'es pas timide. Et en fait maintenant avec le recul je sais pourquoi on disait ça de moi, parce que je ne suis pas timide. J'avais juste cette anxiété sociale qui donnait une illusion de timidité, mais je suis pas timide. C'est mon anxiété sociale qui se manifestait à ce moment-là, qui faisait que je me renfermais, qu'à l'intérieur j'étais pas bien, que j'angoissais et que j'avais les symptômes de la timidité. Mais enfin, après je pense quand même que j'ai une petite part de timidité en fonction des gens, des situations, tout ça. Mais c'est pas du tout ce qui me caractérise le plus. Ce qui me caractérise le plus, c'est l'anxiété sociale. Et d'ailleurs, ma psychologue, je me souviens qu'elle m'avait dit ça une fois, parce que du coup, je lui avais dit à un moment donné que j'étais sur les réseaux. Et d'ailleurs, faut savoir que ma chaîne YouTube, pour moi, ça a été vraiment un exutoire à ce niveau-là. Ça m'a énormément aidé dans mon anxiété sociale, à prendre confiance en moi, à me confronter au regard des gens, pas forcément sur les réseaux. J'ai pas été tant confrontée au regard des gens sur les réseaux, mais là où j'étais confrontée au regard des gens, c'est dans la vraie vie. Quand tu dis ou quand les gens apprennent que tu es sur les réseaux, ils te jugent forcément. Que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup plus de jugements positifs que négatifs. Mais il y a toujours dans le positif une curiosité de la part des autres qui peut être un peu genre « Ah, tu fais ça? Toi ?» Enfin, tu vois, où c'est pas logique pour eux, c'est pas naturel.
Et du coup, ils peuvent un peu trouver ça bizarre. Et c'est très dur, ça a été très compliqué pour moi de me confronter à ça. Je suis désolée, le soleil là, c'est quelque chose. Hein. Je pense que je vais bouger ou je vais fermer un peu le volet. Je reviens. Bon bref, on est beaucoup mieux là quand même. Donc, je me souviens du coup avoir dit à ma psy que j'étais sur les réseaux, à lui annoncer ça, et que lui dire, je sais, c'est bizarre, parce que je souffre d'anxiété sociale, mais je fais tout à l'inverse de ce qu'un anxieux social est censé faire, c'est-à-dire que je suis dans des métiers où l'anxiété sociale c'est pas compatible, je suis sur les réseaux, normalement des anxieux sociaux ils ont du mal à faire ça, et pour autant voilà, elle m'avait dit, tu sais Morgane, l'anxiété sociale ou la phobie sociale, c'est pas quelque chose qui vous définit, c'est quelque chose qui vient bah, en quelque sorte nous éteindre. Tu peux être extraverti et souffrir d'anxiété sociale en fait. Donc elle m'avait dit, ça n'empêche en rien que vous fassiez ça sur les réseaux et que vous y réussissiez en fait, que vous le réussissiez, que vous soyez très bonne là-dedans. Ça ne vous définit pas, ça vient en fait sur votre personnalité, ça vient l'effacer, prendre le dessus, mais c'est pas ça qui vous définit. Mais du coup voilà en gros chez moi comment ça se manifeste. Donc c'est principalement en fait la base de ma peur, c'est de me retrouver seule avec quelqu'un que je connais pas ou peu. Et du coup tout s'articule autour de cette peur. Pour moi les situations les plus angoissantes par exemple dans le milieu professionnel, c'est quand je dois faire des points seule à seule avec ma chef. C'est quelque chose qui à l'époque pouvait m'angoisser au point où j'en pleurais. Au point où je pleurais. Et les entretiens d'embauche les gars, c'était un enfer pour moi pendant longtemps où je pleurais à chaque entretien. J'étais incapable de faire un entretien sans pleurer parce que je paniquais dès que je me retrouvais seule face à l'employeur et que j'avais l'impression de le décevoir, parce qu'il y a une notion de décevoir dans mon anxiété sociale, c'est peur de me retrouver seule face à la personne et qu'elle soit déçue de découvrir qui je suis réellement. Parce que quand tu te retrouves seule face à quelqu'un, en fait c'est là où tu es obligé de faire la conversation, toute l'attention en fait de la personne va être sur toi. Et du coup, elle va voir ta vraie nature et elle va être déçue. C'était ça qui se passait dans ma tête en fait. Et du coup, j'étais là tout le temps à vouloir être dans la performance, dans le fait de faire mes preuves, de prouver à la personne que bah non, j'allais pas la décevoir et que j'étais quelqu'un de bien. Mais du coup, c'est épuisant comme situation pour moi parce que ça me demande énormément d'énergie pour prouver à l'autre des choses que je n'ai pas à prouver en plus à la base, puisque je n'ai rien à prouver à personne, je suis comme je suis et la personne elle m'aime pas, tant pis pour elle, tu vois. Mais ça, je le comprends qu'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Et même si je le comprenais à l'époque, il y a une différence entre comprendre et l'intégrer et l'accepter en fait. Et c'était pas si évident que ça. Donc voilà, c'était très compliqué pour moi de me retrouver dans des situations comme ça. Et après, il y avait, dès qu'il fallait que je prenne la parole en public aussi, c'était compliqué. Même si c'était pas les situations qui m'angoissaient le plus. Bizarrement, il y a des gens, des phobiques sociaux pour qui prendre la parole, c'est impossible. Moi, j'adorais ça, en vrai. Ça m'angoissait terriblement, mais j'adorais ça. Voilà, en gros, des exemples de situations qui peuvent être compliquées pour les phobiques sociaux, les anxieux sociaux. Après, il faut savoir aussi que si jamais vous regardez cette vidéo, que vous vous demandez si vous souffrez de ce trouble ou pas, enfin que vous vous reconnaissez dans certaines situations, il faut savoir que on a tous peur de parler en public à un moment donné. On a tous peur face à un entretien d'embauche à un moment donné. Comme m'a dit ma psy une fois, on souffre tous d'une forme de phobie sociale à un moment donné dans notre vie, face à certaines situations. Là où ça devient vraiment de la phobie sociale et pas juste du stress face à une situation, c'est que c'est handicapant. Ça nous pénalise dans notre vie. C'est ça qu'il faut faire la différence. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans les situations que je vous décris aujourd'hui sans forcément souffrir de phobie sociale, tout simplement parce que ça va pas vous handicaper au quotidien. Là où ça devient problématique et que ça devient vraiment une phobie sociale ou une anxiété sociale, c'est que ça vous handicape et ça vous pénalise dans votre vie. Moi, ça devenait un vrai poids. Ça me pénalisait dans certaines situations professionnelles comme vous l'avez vu. Donc c'est là la nuance. C'est très subtil en fait. Même une même situation, c'est-à-dire que parfois me retrouver seule avec quelqu'un, ça dépend de tellement de facteurs, mais il y a un jour où je vais me retrouver seule avec quelqu'un, ça va bien se passer, je vais être à l'aise et je vais pas angoisser plus que ça, et le lendemain je me retrouve seule dans la même situation, et ben je vais angoisser fois 1000. Donc ça dépend de tellement de choses, de si je suis fatiguée, de s'il y a autre chose qui m'a stressée dans ma journée, de la personne avec qui de la personne que j'ai en face, d'un mot, d'un geste. Ça va dépendre de tellement de choses en fait, et c'est ça qui est très très compliqué à gérer dans l'anxiété sociale, c'est que en fait, elle est imprévisible. Et elle peut se manifester à des moments où tu te dis que, enfin, où tu t'y attends pas. Et à l'inverse, il y a des moments où tu vas dire, bah là, ça va être pire que tout. Et en fait,
t'as rien. Et comment ça se manifeste? Donc ça, c'est les situations dans lesquelles mon anxiété sociale, mais comment ça se manifeste à l'intérieur de moi? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Le symptôme principal, c'est le blackout total, le blackout mental. C'est-à-dire que c'est le blanc total dans ma tête et il se passe plus rien et en fait c'est la paralysie. Je me paralyse complètement et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Ça ne se voit pas à l'extérieur, encore une fois, c'est vraiment intérieur. Mais pour moi c'est ça. Bien évidemment il va y avoir la boule au ventre, des crampes au ventre aussi, ça moi ça se manifeste beaucoup au niveau du ventre. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai tout le temps, très souvent au quotidien, mal au ventre et aussi beaucoup de la chaleur, de la transpiration, parfois du mal à respirer. Enfin voilà, c'est les symptômes principaux chez moi, mais ça peut se manifester de plein de manières différentes en fonction des personnes qui en souffrent. Donc ensuite, quelles sont les solutions? Parce que je voulais quand même vous partager dans cette vidéo, histoire qu'elle soit vraiment complète et de pas vous laisser, si jamais vous sentez que vous souffrez de ce trouble, pas vous laisser sans rien, sans solution, parce que je vous dis, aujourd'hui j'en suis guérie de l'anxiété sociale, même si j'ai des rechutes, par exemple en début d'année, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, en début d'année j'ai fait une rechute complète. Je vous en ai d'ailleurs fait un post sur Instagram, n'hésitez pas à aller me retrouver sur Instagram et à aller voir ce post. Je trouve que j'ai bien résumé l'anxiété sociale dans ce post, mais en gros quelles sont les solutions? Moi je vais vous partager aujourd'hui 3 solutions qui pour moi ont été les plus efficaces et qui ont clairement fait en sorte que j'en sois là aujourd'hui. La première, vous vous en doutez, c'est tout simplement de suivre une psychothérapie et notamment une thérapie comportementale. Pour moi c'est le plus efficace sur la phobie sociale, c'est d'aller se confronter aux situations et de se faire accompagner en fait, d'en parler, d'avoir un suivi. C'est le plus important parce que jamais je m'en serais sortie sans ma psy, sans cette psychothérapie. Ça aurait été impossible en fait, même en sachant ce qu'il fallait faire. On a besoin d'être accompagné et d'être rassuré quelque part dans certaines situations. Moi ma psy elle a passé énormément de temps à me rassurer et à me prouver par A plus B qu'en fait mes pensées elles étaient fausses et ça je pouvais pas le faire toute seule, c'était impossible dans l'état dans lequel j'étais à ce moment là. Donc pour moi c'est la première étape, allez suivre une thérapie, faites-vous aider parce que seul c'est très compliqué de s'en sortir. La deuxième solution c'est la cohérence cardiaque. Je vous en ai fait une vidéo entière dédiée sur ma chaîne. Je vous la mets dans le petit i. J'explique que concrètement qu'est-ce que c'est, comment le pratiquer. Mais voilà, c'est une technique de respiration qui est incroyable sur l'anxiété, sur le stress. En 5 minutes, ça vous détend complet. Moi, j'adore cette technique. Je l'ai pratiquée pendant très longtemps, tout au long de ma thérapie et même après. Aujourd'hui, je l'ai arrêtée. Grave erreur. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer vraiment sur le long terme pour que ce soit efficace. Et c'est vrai que je l'ai un peu arrêté ces dernières années. Mais là, cette année, j'ai un petit peu repris, pas assez régulièrement, mais j'ai un petit peu repris parce que justement j'ai senti que l'anxiété et tout ça revenait. Mais c'était vraiment pas magique, mais une aide incroyable quand on souffre de stress, d'anxiété pour se relaxer en 5 minutes top chrono. Et la troisième chose qui est, alors vous allez voir c'est un truc très très particulier qui peut être un peu compliqué à comprendre au début, mais ce sont les intentions paradoxales. Donc il y a d'ailleurs un livre qui a été fait par mon psychiatre parce qu'il faut savoir que du coup j'ai suivi un psy. Enfin, j'ai été suivie par un psy et un psychiatre. Donc, j'ai eu double psychothérapie, entre guillemets, double thérapie. Le plus gros du travail a été fait avec la psy. Mais en parallèle, j'avais quelques séances avec le psychiatre qui était là surtout pour suivre l'évolution. Les séances étaient très courtes avec lui. Ça a duré une demi-heure max. C'est pas vraiment une thérapie avec lui, mais c'était plus pour le suivi. Et si jamais j'avais besoin, parce que vous savez, enfin, je sais pas si vous savez la différence entre un psychologue et un psychiatre. Le psychiatre, il peut prescrire des médicaments, alors que le psy, non. Enfin, le psychologue, non. Donc, en fait, il était là pour ça, lui. C'était si jamais je ressentais le besoin d'avoir un traitement en plus de la psychothérapie, je pouvais lui demander. J'ai fait le choix depuis le début de ne pas avoir de traitement médicamenteux, parce que par le passé, j'ai déjà pris des antidépresseurs, voilà, et que sur la fin, je ne les supportais absolument plus, donc je ne voulais absolument pas retourner dans ça, et je me sentais capable d'y arriver sans ça, et j'y suis arrivée sans ça. Chacun fait comme il veut. C'est lui qui m'a parlé des intentions paradoxales, parce que c'était vraiment sa spécialité à lui, pour le coup. Il a écrit un livre sur ça, qui explique tout le concept des intentions paradoxales, et du coup, je vous mets là une photo du livre et je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, moi je vous conseille quand même de le pratiquer avec un professionnel, de pratiquer les intentions paradoxales avec un professionnel, notamment au début, parce que ça peut être une technique ultra efficace comme totalement contre-productive. Donc je vais vous expliquer quand même rapidement en quoi ça consiste, sachant que je ne suis pas une professionnelle
Encore une fois, donc faites-vous accompagner parce que c'est vraiment un traitement comme ils appellent ça. Ils disent que les intentions paradoxales, c'est comme une forme de traitement, alors non médicamenteuse. Donc voilà, c'est pas à manipuler n'importe comment. Il faut avoir la bonne technique et c'est pas en quelques minutes dans une vidéo comme ça que je peux vous l'apprendre. Donc faites-vous accompagner si jamais vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous aider. Mais en gros, les intentions paradoxales, c'est tout simplement souhaiter absolument les situations qui nous angoissent le plus. Donc, si je reprends l'exemple de la situation avec la grand-mère de mon ex, qui était la situation qui m'angoissait le plus parmi d'autres, si j'applique le principe des intentions paradoxales, en gros, c'est avant de me confronter à la situation, donc avant d'aller dire bonjour à la grand-mère, il faut que dans ma tête, je me répète des phrases liées à cette situation qui vont faire que je vais souhaiter qu'il arrive lors de cette situation tout ce qui me fait le plus peur. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, ce qui me faisait le plus peur dans la situation avec la grand-mère de mon ex, c'est que je n'arrive pas à parler, que je sois incapable de sortir un seul mot de ma bouche, qu'elle me juge négativement, qu'elle me trouve inintéressante, qu'elle me trouve nulle, qu'elle me vire de chez elle parce que je suis débile et que je suis nulle. Voilà, c'est ça qui me faisait le plus peur, c'était les pensées que j'avais. Et en fait, les intentions paradoxales, c'est ça. Ça va être souhaiter que tout ça arrive quand je serai confrontée à la situation. Donc, avant d'aller lui dire bonjour, je me disais dans ma tête, je souhaite absolument être incapable de parler face à elle. Je veux absolument être paralysée, être incapable de bouger un seul membre de mon corps, être incapable de sortir un seul mot de ma bouche. Je veux absolument qu'elle me trouve nulle, qu'elle me juge négativement, qu'elle me rejette, qu'elle me foute dehors de chez elle d'un coup de bras comme ça, qu'elle me jette dehors et qu'elle me claque la porte à la figure. Vraiment, c'est ça les intentions paradoxales. Et il faut en rajouter. C'est ça le principe, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'en rajouter. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire de pratiquer ça? En fait, tout simplement, ça va avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que de souhaiter, mais exagérément, tout ce qui te fait le plus peur, ça va faire que dans ta tête, en fait, tu vas dire à ton cerveau, c'est pas logique pour ton cerveau de souhaiter quelque chose que tu as peur. Donc, en souhaitant quelque chose que tu as peur, tu vas berner ton cerveau et du coup, il va plus en avoir peur. C'est la paradoxalité, ça se dit comme ça. De ça, en fait, de la technique. C'est pour ça que ça s'appelle les intentions paradoxales. Parce que ça va créer un paradoxe. Et du coup, le cerveau, ça va faire baisser directement l'anxiété liée à la situation. Parce qu'en plus, comme tu vas souhaiter des choses totalement exagérées, mais il faut y croire, hein, quand on en parle, il faut vraiment le souhaiter que ça arrive. En fait, on va se rendre compte que c'est ridicule. Et donc, ça va immédiatement faire baisser l'anxiété parce qu'on va se dire, ben non, en fait, c'est complètement débile et ça va même nous faire rire. Moi, je sais que très souvent, en pratiquant les intentions paradoxales, je finissais avec un sourire aux lèvres parce que je me disais, mais c'est complètement débile, en fait. Ça devient un sketch et ça devient un sketch humoristique, en fait. Et ce qui fait que du coup, tu vas beaucoup plus facilement te confronter à la situation et avec beaucoup moins de stress et d'anxiété. Et moi, ça a pas mal marché sur moi, cette technique, parce que du coup, ça me donnait l'impulsion d'y aller. Ça m'enlevait pas totalement le stress et l'anxiété. De toute façon, c'est pas le but de totalement l'enlever. Juste, ça l'a fait baisser. Et ça me donnait l'impulsion ensuite d'y aller. C'est-à-dire que je faisais mes intentions, je me le souhaitais dans ma tête. Et ensuite, de suite après, j'allais me confronter à la situation. Et du coup, j'y allais en réfléchissant beaucoup moins et avec des pensées beaucoup moins négatives. Et du coup, forcément, ça se passait mieux et bien. Et au final, après, c'est un cercle vicieux. Comme ça se passe bien, tu as plus de facilité à y aller, et etc. Mais voilà, c'est une technique très particulière, hein, qui au début peut faire peur et peut sembler bizarre, mais qui marche assez bien et mais qui malgré tout n'est pas à pratiquer n'importe comment. Et il faut de l'entraînement avant de... Enfin, c'est pas en une fois comme ça que tu vas te confronter aux situations ensuite derrière, il faut s'entraîner à le faire. Et surtout, ça peut avoir si c'est mal pratiqué, ça peut avoir totalement l'effet inverse. Ça peut faire totalement monter ton anxiété au plus haut et du coup te paralyser encore plus. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être accompagné pour ce genre de technique, qu'il ne faut pas la faire seule chez soi comme ça sans être accompagné par un professionnel. Mais en tout cas, je voulais vous la partager quand même aujourd'hui parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma guérison et qui fait qu'aujourd'hui je n'en souffre plus. Et c'est une technique encore qui peut m'arriver de pratiquer quand je sens qu'il y a une situation qui peut me stresser un petit peu trop et que mon anxiété sociale revient un peu trop en force. Voilà, j'hésite pas à reprendre toutes ces techniques de la cohérence cardiaque et des intentions paradoxales. C'est vraiment les deux outils qui sont faciles à mettre en œuvre une fois qu'on les maîtrise seul au quotidien.
sans avoir à aller repartir sur une psychothérapie, bien que j'hésiterai pas à le faire si je sens que j'en ressens le besoin. Mais voilà, pour des situations d'urgence, c'est vraiment les deux techniques les plus faciles à utiliser et les plus efficaces. Donc voilà, en gros, sur ce que j'avais à vous dire sur la phobie sociale, sur l'anxiété sociale. J'espère ne rien avoir oublié. Si jamais j'ai oublié des trucs, je vous mettrai à l'écran, je vous afficherai des informations complémentaires. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos aussi. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'un autre livre. Normalement je les ai avec moi, mais là je suis en vacances chez ma mère et j'avais pas prévu de retourner cette vidéo, donc je les ai pas pris avec moi. C'est pour ça que je vous mets les petites images. Mais il y a un autre livre que je vous conseille qui pour moi a été une révélation. Enfin, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, donc l'anxiété sociale, tout ça c'était déjà derrière moi, mais pour autant c'est ma mère qui me l'a offert, et ça s'appelle La Nouvelle Peur des Autres. Je vous le mets là. C'est un livre extraordinaire et qui décrit extrêmement bien tous les troubles liés à la phobie sociale, l'anxiété sociale et tout ce qui s'y rapproche en fait. Donc il y a aussi la timidité, l'introversion, enfin tout ça qui sont pas forcément des troubles plus que ça. Ça décrit bien chaque chose, ça fait bien la différence entre chaque chose et en gros, si vous voulez comprendre les anxieux sociaux, lisez ce livre. Je me suis reconnue dans chacune des pages de ce livre et il décrit à merveille ce que peuvent ressentir les gens qui souffrent de ce trouble. Il y a énormément d'exemples de situations, de personnes, enfin de témoignages de personnes qui vivent ces troubles-là au quotidien. Et je trouve que ça résume très bien, enfin ça explique très bien ce que peuvent vivre les anxieux sociaux. Donc si vous voulez les comprendre sans même en souffrir, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui en souffre, que vous avez du mal à le comprendre, lisez ce livre parce qu'il est juste incroyable. Mais voilà, je voulais aussi vous partager ça dans cette vidéo parce que je trouve que c'est important et que c'est très utile. Mais voilà, encore une fois, j'espère que j'ai rien oublié. Vous savez tout. Maintenant, je n'ai plus aucun secret pour vous. C'était vraiment le seul truc encore que j'avais pas abordé sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a plein de vidéos, enfin plusieurs vidéos que j'ai faites qui au final étaient faites liées à ce sujet-là, mais sans vous dire que c'était ce sujet-là. Typiquement, je pense à la vidéo sur la cohérence cardiaque. En fait, je vous l'ai faite à un moment où je la pratiquais parce que j'étais en plein dans mon anxiété sociale. Je vous ai fait des vidéos sur aller voir un psy parce que je vous ai jamais caché que j'ai fait une psychothérapie, mais je vous ai jamais vraiment expliqué pourquoi. C'était pour ça. La vidéo sur comment rencontrer de nouvelles personnes, ça aussi c'est très lié à l'anxiété sociale et je vous l'avais pas dit. Parce que d'ailleurs, je tiens à revenir sur ça. Dans cette vidéo, je vous parle de Freemake. Paradoxalement, une situation qui est compliquée pour moi à gérer, mais qui n'est pas si compliquée, qui n'a pas été aussi compliquée que d'autres situations plus banales, ça a été de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller à des soirées où je ne connais personne. Et pour ça, Freemake a été juste une énorme aide pour moi. Ça m'a permis en fait de me confronter à des situations qui m'angoissaient terriblement et de le faire dans un milieu bienveillant et dans un contexte rassurant en fait. Et c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo à ce moment-là sur comment rencontrer de nouvelles personnes, parce que c'est quelque chose qui, suite à ma psychothérapie, a été nécessaire pour moi de rencontrer des nouvelles personnes et de me confronter à des nouvelles personnes, sortir de mon cercle d'amis pour justement progresser dans mon anxiété sociale. Et pour ça, Freemake c'est un outil aussi énorme pour les anxieux sociaux, hein. Alors c'est pas évident, je vais pas vous mentir, hein. J'ai stressé comme jamais avant des rencontres Freemake. Parce que pour moi c'est ultra compliqué, mais après ça je sais que c'est compliqué pour beaucoup de gens, même des gens qui ne souffrent pas d'anxiété sociale. C'est pas naturel d'aller dans un groupe où on ne connaît personne, mais pour autant ça se fait et ça se fait très bien, et c'est là où j'ai fait les meilleures rencontres de ma vie les gars. Donc n'hésitez pas, si vous souffrez d'anxiété sociale, à le faire bien sûr petit à petit, petit pas par petit pas. Ça a été aussi une énorme aide pour moi cette application dans ma guérison, donc je voulais aussi vous en retoucher un petit mot ici. Mais d'ailleurs, principale chose à faire quand on souffre d'anxiété sociale pour guérir, les solutions principales que j'ai oublié de vous dire mais qui pour moi est tellement évidente et que je vous ai quand même dit tout au long de la vidéo, au-delà des outils, des machins pour vous aider, c'est de se confronter aux situations les gars. Il faut passer à l'action en fait, il faut y aller. Encore une fois, il ne faut pas y aller de suite en se confrontant à une situation qui nous angoisse à 10 sur 10, mais c'est la solution première pour guérir de l'anxiété sociale, c'est de se confronter aux situations qui nous font peur. Parce que justement, le principe des anxieux sociaux et des phobiques sociaux, c'est qu'on évite les situations. Et moi, ô combien de fois j'ai évité les situations qui m'angoissaient parce que je voulais pas en fait. Mais en fait, c'est pire que tout, c'est un cercle vicieux d'éviter les situations qui nous angoissent. Parce que du coup, comme on s'y confronte jamais, ça nous fait
peur, et moins on va s'y confronter, plus ça va nous faire peur, plus on va angoisser au sujet de la situation parce que plus on va en faire une montagne, et c'est un cercle vicieux dont on ne se sort pas. Alors que si on s'y confronte, souvent on se rend compte que c'est pas si terrible que ça, et du coup petit à petit on se rend compte que les situations, que c'est pas si terrible que ça, qu'au contraire ça peut être même agréable, et du coup c'est un cercle vertueux qui va faire que l'angoisse va diminuer au fur et à mesure où on va se confronter à la situation, et au final il n'y aura plus d'angoisse. Donc voilà, c'est vraiment la base de la guérison dans l'anxiété sociale et la phobie sociale, c'est de se confronter aux situations. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Si vous ne vous confrontez pas aux situations, vous n'allez pas sortir de ça. C'est impossible. Donc vraiment, c'est dur, mais il faut y aller et vous allez voir, c'est pas si terrible. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous dire au sujet de l'anxiété sociale, de la phobie sociale. J'espère que ça aura pu être utile comme vidéo. Ce n'est pas facile pour moi à faire, même si ça paraît facile là comme ça. Aujourd'hui ça l'est plus, je vous aurais fait cette vidéo il y a 5 ans, j'aurais sûrement eu beaucoup plus de mal à vous la faire, mais parce que c'est aujourd'hui aussi derrière moi. Et je suis fière d'avoir fait certaines choses que je n'aurais jamais fait. Enfin, vous voyez, par exemple, aller à une soirée où je ne connais personne via l'application Freemake, jamais je l'aurais fait avant. Et je suis tellement fière aujourd'hui de pouvoir dire que je l'ai fait, et je suis encore plus fière. Pour moi, c'était encore plus angoissant que de me retrouver dans une soirée où je ne connais personne. C'est d'organiser une soirée où j'invite des gens que je ne connais pas. Donc, de créer mon événement Freemake, pour moi, c'était un truc impensable. Il y a encore quelques mois, même quelques années. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a quelques mois de ça. Alors, j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux. J'étais tellement stressée que je me suis dit, je veux surtout vivre le moment présent. Et pour l'instant, je vais pas me rajouter un stress de le partager sur les réseaux sociaux, de le filmer, de machin. Mais j'ai organisé ma première soirée Freemake. Il y a quelques mois. C'était pour le concert de Fakir. Pour ceux qui... Je crois que j'avais quand même un petit peu partagé sur les réseaux le concert, mais j'avais pas du tout partagé avec qui j'étais et dans quel contexte c'était. Mais Fakir, qui est un de mes artistes préférés au monde, est passé dans ma ville à Bordeaux. Et j'ai dit, bah, il faut que j'y aille. Sauf qu'à ce moment-là, je connaissais absolument personne dans la région pour y aller. Les seules personnes que je connaissais, c'était ma famille et qu'ils n'aiment pas Fakir. Enfin, ils sont pas fans, donc ils allaient pas venir avec moi. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est l'occasion parfaite pour créer un événement Freemake et y aller avec des gens qui apprécient autant que moi Fakir. Et du coup, je me suis lancée, j'ai créé mon premier événement et on a été quand même peut-être 5-6, je sais même plus. Mais il y a eu quand même des gens et ma plus grosse peur, c'était qu'il y ait personne, voire pire qu'il y ait une seule personne et que je me retrouve en tête à tête avec une seule personne. Vous le savez, je l'ai dit avant, c'est la situation qui m'angoisse le plus, de me retrouver seule avec quelqu'un. Et pour moi, c'était le pire qui pouvait se passer. Et heureusement, ça ne s'est pas passé, même si au début, c'était très mal parti. Je vais pas vous mentir. Toujours est-il que je l'ai fait. Et je suis tellement fière aujourd'hui de dire j'ai fait mon premier événement Freemake. J'ai réussi à le faire. Et en plus, ça s'est merveilleusement bien passé. Tout le monde s'est ultra bien entendu. On a tous kiffé ensemble. C'était trop bien, c'était fluide. Et franchement, ça, mais jamais je l'aurais fait il y a des années en arrière. Donc vous voyez, tout est possible en fait. Tout est possible. C'est pas parce qu'on souffre d'anxiété sociale ou de phobie sociale que notre vie est ruinée. Tout peut changer. Vous pouvez oser vos rêves, même avec de l'anxiété ou de la phobie sociale. C'est possible d'en guérir et je vous promets que vous allez vous en sortir en fait. Que c'est merveilleux derrière en fait. Il faut pas avoir peur de vous confronter aux situations parce que derrière, au final, c'est des situations qui nous font peur. Mais moi, je sais que c'était aussi des situations qui me faisaient terriblement envie et j'étais tellement frustrée de ne pas pouvoir les vivre parce que je savais que derrière, il y avait des expériences exceptionnelles qui m'attendaient et je vous le confirme. Il y a des choses exceptionnelles qui vous attendent derrière vos peurs, les gars. Ça, c'est un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est que quand tu as peur, il faut y aller parce qu'il y a des choses exceptionnelles qui t'attendent derrière cette peur. Donc voilà, c'est la morale de cette vidéo. N'ayez plus peur. Allez-y, mais faites-vous accompagner et utilisez les bons outils surtout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura aidé. N'hésitez pas à partager en commentaire tous vos ressentis par rapport à cette vidéo. Que vous souffriez ou non d'anxiété sociale, de phobie sociale, je veux avoir vos retours. Je veux qu'on échange dans les commentaires sur ce sujet-là, qui est si mal connu. Parce qu'il faut le dire ce qu'il y est, c'est pas du tout connu comme trouble. Bien souvent, les gens ne connaissent pas et on n'en parle pas du tout sur Internet. Moi, j'ai décidé d'en parler. J'espère que ça vous aidera parce que j'ai pas envie que ça serve à rien. Si j'en parle, c'est pour que ça vous aide et pour qu'on en parle plus sur les réseaux et qu'on ait un lieu où en parler librement. Donc, n'hésitez pas. Parlez-en librement dans les commentaires. Ici, vous êtes en sécurité. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a du coup d'autres vidéos que j'aimerais vous faire sur le sujet ou liées à l'anxiété sociale, à la phobie sociale. J'ai envie de vous montrer que c'est possible de s'en sortir en fait et que ça doit absolument pas être un frein à notre vie, à nos rêves et qu'on peut totalement vivre avec. Donc abonnez-vous si jamais ça vous intéresse. Et puis quant à moi, je vous retrouve bientôt
dans une prochaine vidéo.